Jean-Claude Trichet a présidé la Banque centrale européenne de 2003 à 2011. Nous avons recueilli à Paris son sentiment sur la réponse de l'Union à la crise financière et économique. Est-ce que les politiques d'austérité sont vraiment la seule solution possible ou, comme certains économistes disent, il s'agit d'un dogme contre-productif? Je crois que les mots comptent. On parle d'austérité aussi bien aux États-Unis, en Angleterre, éventuellement au Japon, dans un pays qui était en très grand déficit de balance des paiements courants, comme la Grèce, ou dans des pays qui sont en excédent. À mon avis, c'est un terme inapproprié. Il y a nécessité de management sage, de saine gestion, lorsque l'on est dans une situation où on dépense beaucoup plus qu'on ne gagne. Pour quelle raison? C'est pas un choix en réalité, c'est une obligation, parce qu'il n'y a plus de généreux donateurs qui sont prêts à financer éternellement les pays qui dépensent beaucoup plus qu'ils ne gagnent. Et il me semble que la saine gestion est le meilleur moyen de préparer la croissance future et la création d'emplois futurs. Mais on a quand même l'impression que l'Europe est restée dans l'échiquier mondial la seule avec cette obsession des comptes publics. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, si vous voulez. Le débat public aux États-Unis demeure un débat majeur. Est-ce qu'il faut mettre l'accent d'abord sur la remise en ordre des comptes publics ou pas? En Angleterre aussi, il y a un débat austérité-croissance. Dans la mesure où l'Europe s'est trouvée, malheureusement, de par sa propre faute, parce qu'elle a été négligente dans un certain nombre de cas, elle s'est retrouvée à l'épicentre de la crise mondiale des risques souverains, donc des crises budgétaires. Elle a été et elle est encore l'endroit où ça se passe, si je puis dire. Mais je crois qu'il faut demeurer lucide. L'Europe a fait d'énormes progrès. Elle est toujours à l'épicentre de cette crise, mais elle a éloigné le risque de catastrophe grâce aux décisions qu'elle a prises, gouvernement, institutions européennes et Banque centrale. Et donc nous sommes maintenant dans une situation où il faut absolument consolider tout ce qui va permettre à la croissance de revenir. Quelles leçons on peut tirer de la crise de la Grèce ou de Chypre? Est-ce que certaines économies étaient trop faibles pour rejoindre la zone euro ou est-ce que les pays plus forts ne sont pas disponibles à soutenir les coûts importants pour protéger les pays plus pauvres? Non, d'abord, dire que les pays sont forcément plus riches et plus pauvres, comme vous le savez, ça se discute. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a des pays, heureusement, ils sont relativement nombreux, qui sont compétitifs, qui vendent leurs biens et leurs services convenablement sur les marchés domestiques, européens et mondiaux, et qui ont d'ailleurs de bonnes raisons pour cela, parce qu'ils ont maîtrisé leurs coûts et fait des réformes structurelles. Et puis il y a des pays qui ont beaucoup moins maîtrisé, beaucoup moins bien maîtrisé leurs coûts et qui n'ont pas fait les réformes structurelles. Et ces pays-là, évidemment, sont en difficulté. Donc je crois que la grande leçon, c'est qu'il faut en effet améliorer formidablement la gouvernance économique et budgétaire de l'ensemble de la zone euro, en étant, le cas échéant, très ferme lorsque tel ou tel pays a une gestion qui devient dangereuse pour lui-même et pour l'ensemble de la zone. Êtes-vous favorable à une fédération économique, une fédération européenne économique et budgétaire? Quelles caractéristiques elle devrait avoir? Et à votre avis, il s'agit d'un chemin réaliste dans l'Europe d'aujourd'hui? Je crois en effet qu'il faut aller plus loin dans la voie d'une fédération économique et budgétaire, ce qui suppose évidemment un changement nouveau de traité. Personnellement, si vous voulez, je crois qu'on peut imaginer plusieurs possibilités. Il y en a une qui me paraît être imaginable, et je ne dis pas que c'est la seule, et je ne dis pas que c'est forcément la meilleure, mais je crois qu'elle satisfait 3 critères. Un, c'est un concept que je vais vous exposer, qui est efficace. Deuxièmement, démocratique. Et troisièmement, qui respecte le principe de subsidiarité. Ce sont 3 choses qui me paraissent essentielles. Si un pays se gère très mal,
ne respecte pas les recommandations qui lui sont faites par la Commission et par le Conseil, et met en danger, ce faisant, la stabilité de l'ensemble de la zone, comme on l'a bien vu dans la crise, alors les sanctions, qui sont censées être la dissuasion, le deterrent, les sanctions sont des amendes. Je ne crois pas que cela marche, ça n'a pas marché dans le passé, je ne crois pas que ça marchera à l'avenir. Et donc j'imagine, personnellement, que l'on pourrait imaginer, au lieu des amendes, d'activer un processus fédéral de décision au niveau de l'ensemble des institutions européennes. La Commission joue le rôle de gouvernement, elle anticipe un gouvernement, le Conseil des gouvernements est une sorte de chambre haute, un Sénat, et le Parlement européen, avec ses députés élus au suffrage universel et qui vont être élus lors des prochaines élections, agit comme la chambre basse. Je suggère que la Commission dise voilà ce qu'il faut faire, que le Sénat, la chambre haute, réfléchissent et disent voilà ce que j'en pense, et que le Parlement européen, évidemment restreint à l'ensemble des représentants de la zone euro, décide, après contact avec le Parlement national. Alors, c'est une fédération. Nous venons d'activer des institutions fédérales. Mais elles respectent le principe de subsidiarité, parce que ce n'est pas du tout le cas général. C'est dans des cas absolument exceptionnels. Et lorsque la stabilité de l'ensemble de la zone est en cause, c'est évidemment démocratique. La décision ultime est prise par les représentants du peuple. Et ça permet, si vous voulez, d'être relativement sûr que l'on ne parle pas en l'air et qu'on n'a pas une dissuasion avec des amendes qui n'est pas efficace. Il est en train de se former en Europe un axe, notamment avec la France, l'Italie et l'Espagne, qui adoptent une approche un peu plus dialectique par rapport à la chancelière allemande Angela Merkel. Quel est votre regard sur cela? Non, moi je ne partage pas ce sentiment. Je suis trop attaché très profondément à l'amitié entre les Européens, et bien entendu à l'amitié entre la France et l'Allemagne, pour ne pas considérer, ne pas voir d'ailleurs, qu'il y a, au-delà des agitations ici et là, une réelle volonté d'avancer ensemble et une réelle volonté de surmonter les difficultés systémiques que l'Europe a dû affronter, qu'elle a affrontées et auxquelles elle a répondu de manière, il faut bien le dire, quand même incontestable quand on regarde tout ce qui a été fait dans cette période horriblement difficile. Merci beaucoup, M. Trichet. Merci.